La résolution du transfert est absolument centrale dans la discipline psychanalytique et dans la pratique de la cure. Il y a une très jolie phrase de Charles Melman sur la conférence référencée 823, dont le titre est La clinique lacanienne, je crois que c'est la troisième conférence sur la clinique lacanienne. La phrase de Melman, c'est la résolution du transfert consiste à se détacher de la référence ordonnatrice. Et alors là, rien qu'avec ça, on a pas mal de grains à moudre pour essayer de voir, pour se sensibiliser à ce que c'est que le transfert. Se détacher du transfert, résoudre le transfert, c'est se détacher de la référence ordonnatrice. Ça ne veut pas dire dissoudre la référence ordonnatrice, ça ne veut pas dire combattre la référence ordonnatrice, ça ne veut pas dire non plus s'y soumettre. Ça ne veut pas dire autre chose, ça veut simplement dire s'en détacher. Ça veut dire faire un petit pas de côté et voir que cette référence ordonnatrice existe, mais avec une certaine distance par rapport à soi, pour en être suffisamment détaché pour pouvoir en faire quelque chose. Peut-être rien, peut-être autre chose, mais en tout cas de s'en détacher. C'est ça la liquidation du transfert, et c'est ça le cœur de la pratique psychanalytique, parce qu'autrement, la psychanalyse ne serait qu'une philosophie, qu'une rêverie ou qu'une idée. C'est ça la guérison. Alors il y a une conférence de Melman qui s'appelle Questions sur le transfert, qui est référencée 101. Elle a été donnée en 89 à Clermont-Ferrand. On va essayer de voir ensemble ce que dit cette conférence. Ce qui est assez formidable dans la pensée de Lacan et dans la manière qu'il a de nous présenter la question du transfert, question sur le transfert, c'est qu'il n'y a effectivement que sur les 20 paragraphes que compte cette conférence, il n'y en a que 4 qui parlent directement du transfert. Et vous allez voir qu'on va aller très précisément à ce qu'est le transfert. Mais comme à son accoutumée, avec cette méthode cursive, circulaire, tournante, qui vient amener des étayages, des éclairages latéraux, des incises sur des petits chemins de traverse, Melman va nous présenter la question du transfert avec simplement 4 paragraphes qui parlent du transfert, et les autres seront des éclairages latéraux qui vont venir soutenir, qui vont venir expliquer, qui vont venir éclairer, qui vont venir apporter des éléments sur le transfert, mais pas sur le transfert lui-même. Alors on commence comme ça. La conférence de Melman commence comme ça. La cure psychanalytique est une histoire d'amour exemplaire. Et dans ce premier paragraphe, il va expliquer que c'est à la fois les conditions de provocation de cet amour et le fait que ce soit expérimental et prototypique. Il y a déjà énormément de choses à dire là-dessus, expérimental et prototypique. Et que ça a une vocation éducative. Ensuite, les conditions d'advenue, protocole à validité scientifique. Alors là, on pourrait discuter de la question de la scientificité de la psychanalyse. La pratique, le protocole de la cure est scientifique. Il y a une validité scientifique, puisque le phénomène de l'amour se reproduit à chaque fois. Quel que soit le sujet, quel que soit l'analyste, quel que soit le divan, quelle que soit l'adresse, quels que soient les lieux et les circonstances, qu'un sujet vienne s'allonger sur le divan et naît l'amour. L'amour va naître de cette situation où le sujet, dans une parole libre, va commencer à éprouver quelque chose, et c'est ce que nous présente Melman, c'est ce qu'il nous transmet là, puisque se reproduit à chaque fois, et donc c'est scientifique, puisque c'est à chaque fois la même chose. Alors c'est comme dans les conjonctions de Riemann, qui sont une conjonction mathématique à propos des nombres premiers. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est une conjonction qui est vérifiée à chaque fois et qui pour autant est indémontrable. Donc on n'arrive pas à démontrer, à expliquer, à démontrer avec précision ou même à prévoir, mais à chaque fois qu'on teste, ça se reproduit. Voilà, ça c'est scientifique. C'est chez Riemann. Vous pouvez le trouver. La conjonction de Riemann sur les nombres premiers. Ici, dans la cure, c'est la même chose. C'est scientifique, véritablement scientifique. C'est-à-dire que l'amour, à chaque fois, se reproduit quand l'amour de transfert, on va mettre l'amour de transfert parce que c'est un amour particulier. C'est un amour prototypique, c'est un amour très pur, c'est un amour qui est le prototype de tous les amours. Et qui va donc donner la névrose de transfert. Ce sur quoi on va travailler en tant qu'analyste. Donc les conditions d'advenue de cet amour, c'est qu'un sujet parlant, librement,
ne sait pas à qui il s'adresse. Alors là, peut-être qu'on pourrait moderniser un peu le propos. C'est qu'aujourd'hui, dans les situations contemporaines, par exemple dans le métro, vous avez des tas de gens qui téléphonent, mais ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Puisqu'en fait, ils s'adressent aussi bien à la personne qui est juste à côté, qui entend ce qui se passe, comme dans une position d'analyste. Donc probablement que sans le savoir, s'organise une espèce de transfert de travail qui nous met dans une drôle de configuration où chacun serait en train de mettre en place un amour de transfert sans le savoir à l'adresse d'un petit autre qui n'est probablement, dans la plupart des cas, pas formé à recevoir cet amour de transfert. Alors peut-être que nous sommes là dans l'advenu de la formule de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Hein, c'est peut-être ça. D'où peut-être aussi les avancées de Melman qui nous disaient que le monde allait être religieux. D'ailleurs, c'est pas Melman qui disait ça. Melman disait autre chose, mais celui qui disait ça, c'est son nom va me revenir. C'est un homme politique qui a écrit La condition humaine. C'est Malraux. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, voilà, peut-être que c'est ça. Bon, revenons au texte de Melman. Question sur le transfert. L'amour, c'est donc à peu près un transfert. Transfert, amour, c'est à peu près la même chose dans le cadre de la pratique psychanalytique. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est la perception d'un défaut dans le grand autre. Perception que dans le grand autre, il y a un défaut. Et alors après ces deux premiers paragraphes où on parle vraiment du transfert, on va commencer à partir dans les incises. Premièrement, le traitement de la cure, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle va être l'issue de ce mouvement du sujet qui tient à se mettre au clair à ce qui dans l'autre provoque une fixation? On va tenter de faire en sorte qu'il s'allège de sa quête impossible au moyen d'amener le sujet à éprouver les fonctions d'alibi que recouvre pour lui cette nécessité de faire face au manque dans l'autre qu'il éprouve, ces oscillations qu'il éprouve justement entre d'un côté le manque dans l'autre et de l'autre côté l'exigence qu'il y ait quelqu'un qui réponde à ce manque dans l'autre. C'est ce qui se pratique dans la cure. Donc l'amour est une défense. D'un côté l'exigence qu'il y ait quelqu'un qui réponde et de l'autre côté une sorte de fascination pour cet appel. D'un côté il y a l'exigence que quelqu'un réponde et de l'autre côté il y a la défense contre le fait qu'il y ait du manque dans l'autre. Donc l'oscillation, c'est entre manque dans l'autre et exigence que quelqu'un réponde. Le psychotique va répondre en affirmant qu'il y a de l'un dans l'autre. L'hystérique, lui, va réclamer et exiger qu'il y ait de l'un dans l'autre. D'ailleurs, ils s'entendent très bien à ce niveau-là. Peut-être que ça donnerait quelque chose là sur le désir de l'analyste, mais on verra ça un peu après. Mais il y a bien quelqu'un qui répond, en fait, au grand autre. C'est l'analysant lui-même. Il répond au défaut du grand autre. Mais la difficulté, c'est qu'il y répond. Et que dans sa réponse même contient le défaut qu'il est en train d'analyser. Donc ça n'avance pas. Il ne peut pas avancer dans ces conditions. Sauf à se rendre compte de tout ça. Ce qui n'est pas facile. Voilà ce que nous dit Melman dans la question sur le transfert. Ensuite, il fait une petite continue avec les incises en disant vie privée, sociale, vie privée, vie sociale, pas de frontières pour le psychanalyste, l'un dans l'autre et réciproquement. Quatrième incise, le transfert est actif dans d'autres champs, religieux, pouvoir, amour de transfert, etc. D'autres champs. Donc attention, quand on étudie le transfert, l'amour est partout. Le transfert est vraiment présent dans de nombreux domaines. Donc il faut faire très attention quand on commence à se poser la question du transfert en tant qu'analyste, puisque effectivement, on va se retrouver favorisé dans sa position d'analyste par la vie sociale, et que cette position favorable va donc renforcer son propre désir d'analyste, qui est peut-être de s'affranchir un petit peu de l'omniprésence phallique. Moi, je vous donne ça comme proposition. Donc la position de l'analyste est une position sur la crête entre l'amour de transfert, qui va provoquer une oscillation entre le manque dans l'autre et l'exigence de l'analyste de répondre comme maître absolu. Et c'est ça la position de l'analyste. D'un côté, maître absolu, quand son analysant est hystérique, mais il est hystérique du fait de sa position.
et de l'autre côté, manque dans l'autre, pour l'analyste aussi. Et donc le patient ne vient que présentifier ce manque dans l'autre. Et donc l'analyste, le désir d'analyste, c'est de se situer sur cette crête, juste avec les deux précipices de chaque côté. D'un côté, manque dans l'autre, et donc la question du manque, de l'absence, de la frustration, du désir, et puis c'est impossible, ce manque-là qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est quand même insupportable. Et puis de l'autre côté, l'exigence, toujours apportée par son patient, qu'il y ait de l'un qui réponde. Alors avec le versant psychotique, il y a de l'un dans l'autre, ou bien le versant maître absolu, tyrannique, voilà, qui est d'ailleurs pas proche de la psychose. Donc en fait, le désir de l'analyse, c'est peut-être un triptyque. C'est peut-être pas une crête, mais c'est peut-être un triptyque. Position de l'analyste sur la crête, désir de l'analyste de se servir, c'est quand même curieux, de servir de bouchon au petit tas de l'analysant. Bouchon parfois répugnant. Et donc, quel est le fantasme de l'analyste? Quel est le fantasme de se situer à ces endroits parfois répugnants? Pas toujours, mais parfois répugnants. Donc cette réponse figure dans les écrits, toujours dans le texte de Melman. Le psychotique croit qu'il y a de l'un dans l'autre, l'hystérique le réclame et l'exige. Psychotique et hystérique s'entendent bien. La réponse au désir de l'analyste peut être de se soustraire à l'omniprésence de la puissance phallique par le rien. Donc prudence du sage, parce que le rien et le manque dans l'autre peuvent amener l'analysant à s'interroger sur un vœu de mort, qui serait aussi interrogé dans le désir de l'analyste. Vœu de mort de l'autre à l'égard du sujet, mais le grand autre n'en a rien à foutre que le sujet décède. Donc peut-être que le désir de l'analyste, c'est de se soulager du fantasme. C'est possible. Mais alors donc vœu de mort, parce que s'il n'y a pas de fantasme, il n'y a plus rien. Voilà où on se situe. Donc on n'est plus dans un triptyque, mais on est dans la quadrature du cercle, peut-être. Peut-être pas. Peut-être ça serait le nœud borroméen 4. Mais peut-être qu'avec le 3, on peut s'en sortir. En tout cas, l'autre, notre mort, il n'en a rien à foutre. Humanité de l'analyse, donc est-ce que vraiment l'analyste est humain qui se tient à cet endroit entre la mort, la psychose et l'hystérie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'un dans l'autre et l'hystérie qui exige qu'il y en ait. Donc lutte contre... Non, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas, il y en a... voilà où se trouve l'analyste. Refus de la jouissance. Refus de la jouissance de se servir de ce qu'il sait sur le transfert pour aller faire une vie sociale récompensée par tout ce qu'on sait. Donc pas d'autre choix pour l'analyste, pas d'autre choix pour l'analyste que de faire aller l'analysant à une réponse juste, correcte, et non pas fondée sur une illusion renouvelée. Et la réponse juste et correcte de l'analysant, la seule qui tienne, c'est le rien. Donc le transfert, et ça c'est la quatrième, la troisième c'était que l'amour du transfert est une oscillation. Mais là, le quatrième point de mêlement le quatrième point de mêlement sur la question sur le transfert, c'est que le transfert, c'est la limite de notre champ. Vous voyez que la limite, elle est vaste. Hein. C'est une limite, alors on peut interroger la limite, on peut la fixer, on peut décider de la déplacer, pas la déplacer, etc. Donc voilà, c'est ça. Le transfert, c'est la limite de notre champ. Et puis ensuite, il y a 3 petits paragraphes. Il y a la question du rapport au maître, sachant ce que c'est que le transfert. Est-ce qu'on va pouvoir avoir dans nos sociétés psychanalytiques un rapport au maître qui soit un peu différent de celui qui a été jusqu'à présent celui des élèves de Freud vis-à-vis de leur maître Freud, ou celui des élèves de Lacan vis-à-vis de Lacan, ou même celui des élèves de Melman vis-à-vis de Melman? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une position un peu différente du rapport au maître grâce à la connaissance du transfert? Et enfin, introduction du nœud borroméen qui vient modifier la question du transfert en amenant le réel comme une instance absolument comme les autres. Donc là, il faudrait peut-être détailler un petit peu en quoi est-ce que le réel était avant le nœud borroméen une instance tout à fait différente des autres, et que le nœud borroméen vient ramener à une instance similaire aux autres. Parce que c'est ça que nous dit Melman. Il nous dit à ce paragraphe-ci, qui est l'avant-dernier paragraphe, il nous dit que oui, le réel, c'est une instance comme les autres. Sous-entendu, enfin moi ce que j'entends, c'est que donc avant le borroméen, le réel n'était pas une instance comme les autres. Et si c'était pas une instance comme les autres, c'était une instance comment alors? C'était l'instance c'était une instance des hommes préhistoriques qui dans leur grotte avaient peur de tout. Le réel, c'est noir, il n'y avait pas de feu, pas d'électricité, rien. C'est l'homme de Cro-Magnon, alors le rapport au réel avant le nœud borroméen.
Bon, enfin, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui m'interroge de ce côté-là et peut-être que ça serait intéressant d'aller y voir. La psychanalyse n'est en rien scientifique, puisque justement, la seule chose qui est scientifique qui est reproductible, est mis en place par le protocole, par le fait qu'un sujet s'allonge et parle sans savoir à qui il s'adresse, dans le cadre du protocole mis en place par le divan. Mais après, on est dans quelque chose qui est à chaque fois plutôt du côté artistique, puisque c'est à chaque fois unique. Unique et irreproductible. Donc c'est très curieux, c'est que ça n'est scientifique que dans le protocole. Le protocole est scientifique. Alors, est-ce à dire que la science n'est scientifique que parce que par son protocole? C'est quand même une question intéressante. Et Malmont conclut en disant la seule manière de vérifier tout ça, c'est la pratique.